Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Euh, Merci de nous suivre encore une fois sur nos webinaires WIM que nous sommes très heureux d'organiser toutes les semaines. L'organisation hebdomadaire va pas durer longtemps, va bientôt passer en une semaine sur deux, profitez-en tant qu'on y est. Pour ceux qui connaissent pas encore WIM, nous sommes une plateforme en fait de mise en relation de consultants indépendants de haut niveau, comme Anthony que vous allez voir, avec des entreprises de toute taille. Ça peut être des grands groupes comme Carrefour, des startups, des PME, des fonds d'investissement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un sujet qui nous semblait vraiment très important, qui est l'UX design. Donc, pour ceux qui avaient suivi un petit peu nos aventures, vous savez qu'on a déjà parlé de design thinking. C'était un sujet qui avait beaucoup plu et on avait envie d'aller un peu plus loin et de se focaliser sur cette question de l'UX design. Et on avait un expert du sujet, donc Anthony, qui est UX designer, qui a construit une expérience depuis le 2002, principalement au sein des secteurs financiers. Il a travaillé chez EY. Il l'a rejoint en 2011. Il est parti 7 ans après pour créer sa propre structure. Et donc, il est UX généraliste. Il vous expliquera ce que ça veut dire un petit peu plus tard dans la présentation. Mais il accompagne, il conseille des clients sur une gamme variée de projets, que ce soit la conception de services, ou sinon vraiment des projets purement digitaux sur tous les secteurs. Donc, Anthony, je te laisse la parole pour nous présenter ton sujet. Bonjour, merci, bienvenue à toutes et tous. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique parce que le sujet est vaste. Je pourrais y passer des heures, des journées. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai au mieux possible. On va faire en sorte que la présentation soit un peu dynamique, donc en mode échange. Je vais faire la présentation en deux grandes parties. La première partie va être un petit peu plus théorique. Je vais vous présenter ce qu'est l'UX, ce qu'on comprend par UX design. Et ensuite, je vais passer à trois cas pratiques. J'ai pris une approche assez synthétique où je vais majoritairement expliquer ce qui s'est passé à travers les diverses étapes du processus. Interagissons. Les trois sujets seront autour de l'automobile, de la culture et de la finance, avec une multiplicité de problématiques et d'interactions qui vont couvrir pas mal tout le panel de ce qu'on peut approcher en UX design et toutes les contraintes qu'on peut rencontrer. Alors déjà, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit précédemment. Qu'est-ce que le design? Quels sont les designs? Le design peut être compris de diverses choses, de diverses façons. Ça peut être du design d'objets, ça peut être du design d'espace, graphique, industriel. En France, on a tendance, quand on parle de design, on a tendance souvent à penser en termes de design graphique. Ce qui parfois pose des problèmes d'approche. Donc il y a toujours, le mot est important et les mots sont importants. Et je rattache ça aussi au focus que je vais faire dans cette partie sur la recherche. Originalement, le design vient du latin designare. Ça a évolué durant la Renaissance, où on a gardé cette signifiance entre le dessin et projet. Et on s'est rapproché de ça, notamment avec le design, l'anglais, du dessin, parce que alors, il faut voir aussi quand même qu'on reste très... Bien que la majeure partie du design se fasse de façon digitale maintenant, avec des outils digitaux, même si on va produire quelque chose dans la vie réelle, on reste très attaché à faire des post-it, à travailler avec la main. Pourquoi? Parce que ça vient aussi des sciences cognitives. Il y a beaucoup de choses qui passent par la main, qui passent par l'objet. Et le simple fait de manipuler des post-it, ce qui peut paraître un petit peu enfantin parfois, c'est des retours que j'ai eus, mais si c'est bien fait, en fait, on va utiliser un mot qu'on va poser sur le post-it et on va le manipuler. On va le déplacer et on va se rendre compte que c'est pas juste un mot, c'est un concept qui s'intègre dans un écosystème et qui a des intrications, qui a des imbrications, et qu'à la fin, on va réaliser quelque chose. C'est aussi quelque chose de l'UX design, c'est qu'on doit réaliser des choses qui ont des multiplicités d'usages, qui sont utilisables et qui créent de l'empathie. C'est-à-dire qu'on a envie de les utiliser.
Et tout ça a un but. Le but, la fin, c'est que ce soit pratique, que ce qui est de l'affordance, qu'on utilise les choses facilement et que ça nous rende une vie un peu meilleure ou plus pratique. Alors, l'UX design. En tant que tel, le terme du UX design, qui est donc cette expérience globale, qui est du ressenti, on va souvent parler d'empathie, a été conçu par Don Norman. C'est Donald Norman, on l'appelle Don Norman, qui lui, donc là je vous ai mis des... Alors, dans la présentation, vous allez voir, je n'ai rien inventé, je vous ai mis beaucoup de sources que vous pourrez consulter par la suite. C'est très documenté, j'espère, au mieux. Il y a beaucoup de littérature en anglais, parce que naturellement, il y a beaucoup de termes qui ne sont pas traduits. Donc, Don Norman. Don Norman, lui, a travaillé à un moment chez Apple. Et il a travaillé notamment sur l'expérience du premier iMac. Qu'est-ce qu'un iMac, déjà? Et quelle est l'expérience du client quand il va découvrir l'iMac en boutique, quand il va faire l'achat, parce que l'achat est aussi une expérience, quand il va le recevoir, quand il va le déballer et quand il va l'installer. Et donc ça, c'est Apple, hein, c'est notre ami Steve Jobs qui a travaillé avec Don Norman là-dessus. C'était les premiers cas d'usage de l'UX design. C'est vraiment cette expérience complète de A à Z, qui n'est pas que digitale pour le coup, parce que par-delà le fait de installer et d'utiliser le Mac, ça a été de l'achat, de la découverte, de l'envie, peut-être de l'inquiétude, et comment est-ce qu'on justement résout ces problèmes, ces problématiques d'inquiétude, et comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens adhèrent à tout cela. Donc, je ne vais pas lire l'intégralité des slides, je vous laisserai les découvrir, je vais passer rapidement aux parties pratiques. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Don Norman, c'est que lui, ce qui l'intéressait, c'était que justement, on couvre tout cet écosystème. C'est tous les aspects de l'expérience. Et tous les types de design dont je parlais précédemment, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on considère le design industriel imbriqué dans cette expérience utilisateur, le graphisme, parce que comment est-ce qu'on fait pour apporter de la lisibilité, pour faire en sorte que des idées soient claires et bien amenées, et ramenées dans des contextes d'utilisation, avec le Mac par exemple. Alors, là vous verrez sur cette, comme vous pouvez le voir sur cette image, on fait partir à partir des années 60. En fait, j'ai mis à partir des années 50 pour la simple et bonne raison qu'on va commencer à parler de brainstorm dans les années 50. Brainstorm qui ne s'appelle plus brainstorm en tant que tel quand on va faire des ateliers, mais plutôt un atelier d'idéation. Pourquoi? Parce qu'on a découvert, au fur et à mesure des expériences, que le brainstorm a tendance à restreindre les gens. Donc on va parler d'idéation maintenant. Et l'idéation se fait en atelier, en collaboration, de façon à ce que chacun s'exprime, mais même sur des idées folles. Et justement, le principe de l'idéation, c'est d'avoir des idées, plein d'idées, beaucoup d'idées, souvent mauvaises, mais à travers ces idées, on va avoir d'excellentes, voire de très bonnes. Et on va retenir celles-ci qui sont réalisables et exploitables. Alors j'ai utilisé le terme mauvais, que je ne devrais pas utiliser, parce qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il y a des idées. Après, on va les qualifier, à savoir est-ce qu'on peut les utiliser, et puis parfois ça va faire résonance. Et c'est important, du coup les gens vont s'exprimer, et le cerveau fonctionne de telle façon à ce qu'on va avoir des idées qui vont flotter, réagir à d'autres, et du coup créer quelque chose de concret. Donc, cette genèse du brainstorm a mené, je vais sauter pas mal d'étapes, a mené surtout dans les années 90 à une société qui s'appelait IDEO et au Norman Nielsen Group. IDEO, je vous ai mis le lien à la fin, c'est une société qui fait surtout du design thinking. Alors, l'UX et le design thinking ne sont pas fondamentalement différents. Si on doit mettre une différence, c'est que le design thinking va se faire en collaboration. L'UX design, ça va être un processus qui va être souvent, entre guillemets, plus long. On va s'attacher à plus de choses et on va s'imbriquer plus dans les écosystèmes. Le design thinking va surtout arriver au moment où on va faire les ateliers d'idéation. Ça va être aussi lié avec du lean design, dont je vais parler après. Où en fait, c'est tout simplement, on va dégraisser, on va aller vite, on va créer vite pour éviter de perdre du temps et de l'argent.
Voilà, je viens de faire ma présentation. Ah ben j'appuie sur le lien, c'est normal. Excusez-moi. Une petite seconde, je reviens. Voilà, c'est bon. Donc, un aperçu de l'écosystème. Alors, donc, je parlais de design thinking, qui est basé sur donc, la collaboration. L'université de Stanford a travaillé sur le design thinking. Ils l'ont découpé en 5 étapes. Donc là, je vous ai mis la dernière représentation du design thinking que je trouve très intéressante parce qu'il parle d'implémentation. Généralement, on parle beaucoup d'empathie, donc on va faire les enquêtes. On va faire la phase de design, de création. On va faire la phase de compréhension. On va commencer à mettre en commun. On va faire la phase d'idéation, où l'idéation, c'est là qu'on va commencer à créer les idées. On va prioriser aussi les idées. On va créer un prototype qu'on va tester. Et ensuite, en fonction des retours des tests, ce prototype, on va l'améliorer et on va créer quelque chose qu'on va pouvoir implémenter. Et aussi du design de service. Donc le design de service, c'est par-delà le digital. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro d'activer. Ça fait pas mal de bruit, si vous pouviez. Merci. Donc il y a le design de service. Donc le design de service, ça va être, par exemple, là j'ai pris l'exemple du métro de comment est-ce qu'un utilisateur à San Francisco va voyager à travers la ville, en utilisant le métro, en utilisant le bus, et quels sont les points de contact. Donc, ça peut être des points de contact digitaux, ça peut être des points de contact physiques, c'est-à-dire que physiquement, je vais acheter mon billet, ou je vais l'acheter avec une application, je vais attendre mon bus, dans quelles conditions, etc. etc. Donc là, on va vraiment parler de design de service parce que ça va toucher tout l'écosystème, de l'applicatif à comment est-ce que j'achète mon billet, comment est-ce que je monte dans le bus, et comment va se retrouver mon expérience. Est-ce que mon expérience va être satisfaisante? Vous avez certainement entendu parler de Lean Design. Alors, Lean Design, il y a plusieurs aspects du Lean Design. Il y a Lean Startup, qui lui va s'appliquer aux startups, donc il faut aller vite. Donc, on va faire du build, measure, learn. C'est-à-dire qu'on va penser à une expérience, on va la mesurer, on va la tester, on va apprendre de cette expérience et on va soit l'implémenter, soit ne pas l'utiliser et passer à autre chose. Il y a beaucoup dans ce que je dis une notion d'échec. Alors c'est toujours un peu compliqué de parler d'échec, mais en fait c'est ça qui c'est vraiment de la recherche scientifique. C'est qu'on va pas chercher fondamentalement on va chercher les failles. Donc aller vite à l'échec, ça veut dire qu'on va se concentrer sur ce qui fonctionne très rapidement. Une fois qu'on sait ce qui fonctionne, on va soit l'améliorer, soit le laisser en l'état et passer à autre chose. Donc le Lean Startup, le Lean UX. Même principe, sauf que le Lean UX va donner ce qu'on appelle aussi les dark patterns, parce que le Lean UX va s'attacher vraiment à ce que veut l'utilisateur, mais aussi à essayer d'influencer l'utilisateur. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des approches, si c'est pris dans ce sens d'influencer l'utilisateur pour absolument qu'il utilise mon service. En termes d'éthique, on pourra parler d'éthique et de morale, je suis ouvert à toutes les discussions. Il y a le Lean Design. Alors, le Lean Design, c'est quelque chose qui est copyrighté, en fait, et qui est utilisé par une société qui va travailler, par exemple, sur les voitures, principalement dans le secteur automobile, sur les modèles de Tesla. Ils ont pas mal d'exemples sur leur site. Et on parle souvent de Lean Design en pensant au Design for Lean Manufacturing, qui, en fait, lui, a été implémenté par les Japonais, notamment par Toyota, pour justement faire en sorte que leur chaîne de création d'automobiles soit rapide, soit dégraissée et crée leur voiture de façon sans perte d'argent ni de temps. Là, je vous ai mis une représentation de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on voit bien toutes les phases. C'est-à-dire qu'on va, design thinking, UX design, identifier les besoins avec les stakeholders. C'est-à-dire qu'il faut un brief précis. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est une création de produit? Est-ce que vous créez une société? On peut quasiment tout attaquer avec l'UX design. Tout dépend du cadrage initial. Est-ce qu'il va y avoir tout un tas d'outils et de méthodologies qui existent. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des canevas, vraiment des modèles de documents qu'on va utiliser afin de séquencer.
Et les séquences sont celles que je vous ai montrées avec le design thinking, c'est qu'on va faire une phase de cadrage, on va faire une phase d'empathie, de la recherche, on va faire de la compréhension, donc c'est une fois qu'on a collecté la recherche, et après, on va implémenter le produit. Et là, une fois qu'on a implémenté le produit, on va rentrer dans du lean et de l'agile. C'est-à-dire on va stacker les fonctionnalités, on va les déployer, on va savoir ce qui fonctionne ou pas, et on va passer à autre chose rapidement. Alors, quelques métiers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces différents métiers. Généralement, on entend parler du UX Researcher. Donc, l'UX Researcher, il va s'occuper vraiment de la recherche. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de faire les interviews avec les utilisateurs, il va les analyser, il va concevoir des personas, il va travailler sur les expériences maps. Il y a l'UX Designer qui, lui, va concevoir les services. Alors, on cantonne généralement l'UX designer à faire des wireframes. Ce n'est pas que cela. C'est aussi faire des ateliers avec les clients, c'est aussi faire des ateliers avec les utilisateurs de façon à faire du test, parfois en interne. Donc là, on va parler de guérilla testing parce qu'on n'a pas de moyens. Ça va être très rapidement pour aller vite et pour savoir si ça fonctionne directement en interne parce qu'on est tous utilisateurs de quelque chose, tout en faisant attention aux biais cognitifs. À savoir qu'on est généralement impliqué dans ces produits, donc on va éviter d'aller trop dans ce niveau de détail en interne. Et ensuite, il y a l'UX designer. L'UX designer, je vais l'assimiler à un graphiste, en fait. Lui va s'occuper, en étant très restreint là-dessus, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'occuper des interfaces, et donc il a aussi des notions d'ergonomie, et il va s'intéresser aussi aux dernières mouvances en termes d'interaction, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton, comment est-ce que ça se passe, etc., etc. Les enjeux de l'UX design. Alors, moi, j'ai vu quelques enjeux que je souhaite vous partager. C'est que déjà, il y a un enjeu pour les entreprises. C'est que l'UX design doit être transverse dans les entreprises. Ça doit être mis au cœur des décisions. Pourquoi ? Parce que ça s'appuie sur des faits réels. Ça s'appuie sur de la récolte de données. Moi, j'ai vraiment ce niveau d'approche scientifique où on va récolter quelque chose qui va prouver que on va aller rencontrer les utilisateurs, on va faire de la recherche avec eux, on va savoir ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Ça peut nous aider aussi à repenser les modes d'organisation parce qu'il y a pas mal de points de vue de transformation RH qui se font avec l'UX design parce que vos collaborateurs sont aussi vos utilisateurs. C'est qu'est-ce qu'ils veulent en termes de formation, pourquoi, comment, et comment est-ce que globalement aussi on casse les silos en entreprise. Est-ce qu'on fait un management transverse ou pas? Parce que c'est aussi des questions de maturité. Parce que tout le monde n'a pas forcément la maturité de ses outils, de ses produits et de connaissances. Donc ça passe aussi beaucoup par de la culturation. Et je pense que l'UX design doit être traité au même niveau que les autres modèles dans l'entreprise, c'est-à-dire que aux autres services, au niveau du marketing, ils doivent être inclus au COMEX, il doit y avoir un niveau stratégique dans l'UX. Peut-être je vais loin, mais je pense que ça doit être le cas parce que vu qu'on récolte vraiment de la donnée, ça ramène du savoir, de la connaissance auprès des autres services qui ont déjà des données utilisateurs et qui ont la connaissance de l'entreprise. Et surtout, ça ne va pas être non plus de la simplification. La simplification, c'est pas forcément bien de simplifier. C'est qu'on est dans une complexité. Cette complexité doit être comprise et, à la limite, on doit réduire de l'incertitude, on doit réduire des problématiques, voire les résoudre dans le meilleur des cas et dans ce qui est souhaitable. Mais on ne doit pas simplifier les choses, pas forcément. Tous les ans, les éco-business font d'ailleurs un sondage pour le CAC 40 sur la maturité numérique des entreprises du CAC 40 que je vous invite à consulter. Et aussi, derrière ça, un processus d'innovation. L'innovation, ça peut être quelque chose qui peut être mal perçu parce que justement, il n'est pas amené au niveau stratégique. Donc l'innovation, normalement, de ce que j'ai constaté aussi à travers mes expériences, ça doit être quelque chose qui doit être un processus constant. Ça doit venir des dirigeants, ça doit être expliqué, communiqué, et ensuite, ça doit être quelque chose qui doit devenir une culture d'entreprise. Et pourquoi est-ce qu'on innove? Dans quelles conditions on innove? Dans quel cadre? Et qu'est-ce qu'on veut obtenir? C'est comme ça qu'on acquiert le fait que nos employés, les employés en général, adhèrent justement à ces cultures et font en sorte d'évoluer avec l'entreprise. Voilà.
En bref, l'UX, c'est un petit peu tout ça. Il y a les business goals à tenir en compte, parce que le business est important. Comment est-ce que je gère mon contenu? Quels sont les buts de mes utilisateurs? Et quelles sont les interactions? C'est tout un écosystème. Moi, j'aurais tendance à conseiller de commencer par des petits projets, si l'UX n'est pas connu ou si c'est vraiment une découverte. Alors, je vais faire une emphase sur la recherche, qui pour moi est une phase essentielle parce que c'est là qu'on va récupérer toute la donnée sur les projets. Juste Anthony, une Oui, seconde. N'hésitez pas vraiment à poser des questions dans le chat si vous avez des questions pour que peut-être ce soit un peu plus interactif. Puis aussi pour aiguiller Anthony sur les sujets que vous voulez un petit peu plus creuser ou non. Donc n'hésitez pas à poser des questions. vraiment Voilà. faites-le, hein. Je réponds avec plaisir. Donc la recherche. Alors, la recherche, comment est-ce que ça se gère? La recherche, on va s'attacher à regarder ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire qu'on va observer des utilisateurs, on va avoir de l'empathie avec eux, mais pas trop non plus, parce qu'à un moment, bah, ce n'est pas notre problème non plus. On doit garder une certaine distance, on doit enquêter. C'est vraiment un travail d'investigation, donc vraiment scientifique. Et on va utiliser des interviews. Par contre, ce qu'on va jamais faire, c'est on va jamais demander, sauf c'est une petite question à la fin, la baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez dans l'absolu, etc., etc. Mais sinon, c'est vraiment les usages actuels. Par exemple, si quelqu'un me dit j'ai un ami qui fait ça, pour moi, c'est pas intéressant parce que l'ami fait peut-être autrement. On va parler de recherche ethnographique. Ethnographique, pourquoi? Parce que c'est vraiment l'usage de l'humain. Et on va utiliser des outils. Par exemple, là, je vous ai mis des écrans. Ça, c'est Voice of the Customer. Alors, ça va être de la communication avec les utilisateurs. On va répondre à des questions et puis on va voir quelles sont leurs problématiques. On va utiliser des outils qui vont nous permettre de voir à l'écran où se situent les clics, etc., en plus de tout le reste qui vont être les interviews et les observations terrain. Moi, je me suis retrouvé à aller observer comment fonctionne un magasin et à prendre des notes, le temps passé aux caisses, les problématiques rencontrées aux caisses, parce que c'était une interface homme-machine de gestion de stock et de caisse qui posait problème. Recherche business. Tout commence par la recherche business. Parce que le business va avoir des problématiques qui ne sont pas forcément la bonne problématique. Ça arrive assez fréquemment. On pense que notre problème, c'est ça. Mais en fait, en creusant, on va se rendre compte que le problème, ça va être autre chose. Donc, il est essentiel d'avoir une très bonne phase de cadrage, comme dans tout projet, et de faire des audits. C'est-à-dire quel est le système, pourquoi fonctionne-t-il, depuis le temps existe-t-il, qui s'occupe du système. Et quand je dis système, ça peut être toute une interaction dans un magasin, ça peut être vraiment, comme je disais, ces systèmes de caisse ou d'achat. Pour de l'e-commerce, ça va être comment est-ce que j'achète et quels sont les systèmes qui sous-tendent tout cela. Donc, ça va se passer du niveau macro au niveau micro, en passant par le point de vue du CEO, du CFO, quels sont leurs objectifs à long, court, moyen et long terme, qui sont mes utilisateurs et comment est-ce que ça fonctionne dans le système actuel. On va aussi faire en sorte de chercher les causes profondes. Les causes profondes, décidément, hop. Désolé. Donc les causes profondes, ça va être chercher le pourquoi. Par exemple, j'avais travaillé sur une application mobile d'achat d'aliments bio. J'ai interviewé quelqu'un et qui m'a dit à un moment, moi j'achète des aliments bio parce que ça me rappelle quand j'étais avec mon grand-père dans le jardin, etc., etc. Alors ça peut paraître insignifiant comme ça, mais du coup, ça fait en sorte de déterminer toute la ligne directrice d'achat du magasin, ce qui a été poussé sur l'empathie avec le producteur. C'est-à-dire que c'est un producteur qui est à tel endroit, etc. Donc, on a posé ça sur le souvenir, sur l'envie, sur le produit qui a ramené un souvenir. Parce que ça n'a pas été la seule personne à me dire ça, en fait. Ce n'était pas forcément quelque chose qui avait trait à l'écologie, pour le coup. Il faut prendre du recul. C'est-à-dire que c'est aussi compliqué de travailler seul, donc il faut beaucoup échanger. C'est des métiers où il faut beaucoup discuter, il faut pas se focaliser sur les choses, il faut être très humble, et il faut savoir voir plus loin. Ne pas avoir de certitude. Combien de fois les
des gens sont arrivés, écoutez, mes utilisateurs, ils sont comme ça, ils veulent ça. Ça peut être dangereux parce que du coup, on ne cherche pas vraiment à savoir ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Là, je vous ai mis un lien qui vous donne un aperçu de la multiplicité des outils de recherche à l'heure actuelle, en 2019. Tout ce qui est collecte de données, comment est-ce que je fais de la recherche, les sondages, les interviews, et comment est-ce que je fais pour analyser tout ça. Alors justement, quand on analyse, là vous voyez une photo, ça c'est des photos de cas réels, ça c'est une série d'interviews qu'on avait faites pour créer des personas, et tout ça, ça a été transformé et interprété sur des tableaux où on a cherché les points de résonance, c'est-à-dire que quelles sont les croyances des utilisateurs, pourquoi font-ils ça, quels sont leurs comportements, et du coup, on va chercher à savoir quels sont leurs usages communs, leurs comportements communs, de façon à créer des personnages qui vont être des personnages pas fictifs, parce que du coup, ils sont tirés de données et de cas réels. Et ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on va planter un contexte de recherche, on va créer un script, on va faire notre recherche, on va prendre les interviews, et là, avec ces interviews, on va créer une ou deux ou X personnages. Sur un sujet que je vais vous décrire après, on m'avait demandé, mais vous avez fait une quinzaine d'interviews, pourquoi n'êtes-vous atterri que sur 2 personnages et pas 3? Parce qu'il y avait la matière que pour 2 personnages. D'ailleurs, il n'y en a que 2 qui sont apparus. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire 40 interviews, peut-être n'aurais-je eu que 2 personnages. Pas 3, pas 4. Et ces personnages, on va les faire vivre dans des expériences map. Donc, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout est une expérience. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un système, on va l'utiliser, et comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et les expériences map avec les personnages, c'est-à-dire qu'on sait que une typologie de personne qui est représentée par cette persona va vouloir faire ça dans le système. Et en fonction de ses actions, de ses touchpoints, c'est-à-dire qu'elle va aller là, elle va utiliser tel système, elle va faire telle action, on va voir quels sont les endroits où on peut avoir des axes d'amélioration. Et donc, ça va nous donner des opportunités. Et on va travailler sur ces opportunités, soit pour créer un service, un système, soit pour l'améliorer. Et en vrai, ça donne quoi? Alors peut-être, Anthony, on a 2 questions. Je t'attrape en période de jonction. Alors, il y a une question de Gabriel, c'est peut-être, tu l'as un peu évoqué, mais peut-être pour préciser, quelle différence entre UX Researcher, Designer et Ergonome? Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est une question de Camille. La méthode décrite est très proche de celle utilisée pour du process reengineering. Comment s'articule l'UX design avec une approche par processus? Est-ce la fin du process? Sont-elles complémentaires? Alors, je ne me suis pas beaucoup intéressé au process engineering, je dois l'avouer. Mais déjà la première. Donc la première, est-ce que tu peux me rappeler la première? Oui, alors la première, c'est quelle est la différence entre l'UX Researcher, le designer et l'ergonome? L'UX Researcher, c'est toujours un petit peu ambivalent. L'UX Researcher, j'ai travaillé avec un UX Researcher, l'UX Researcher va ne faire que de la recherche. Il va s'occuper des protocoles, il va s'occuper de collecter les KPI, il va travailler avec le SEO et les Web Analytics pour vraiment déterminer quels sont les comportements utilisateurs. Il va créer les protocoles d'interview, il va faire les interviews, et normalement, il va arriver jusqu'au persona où il va commencer à travailler là, à ce moment-là, avec l'UX designer. Parce qu'il y a toujours des moments où on va travailler tous ensemble. Et j'ai oublié la fin. Et le dernier, c'est l'ergonome. L'ergonome. Alors, l'ergonomie, moi, je fais de l'UX design et je fais de l'ergonomie. Pourquoi est-ce que je fais de l'ergonomie? Parce que l'ergonomie se situe au niveau d'application mobile. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir des systèmes où les tailles de doigts et les positionnements des boutons sur un écran sont les bons. Donc, en fait, l'UX designer et l'ergonome vont… normalement, un UX designer fait aussi de l'ergonomie et donc ergonome. C'est ce que notamment fait Don Norman. J'ai mis son livre en source.
il va expliquer par exemple qu'en une expérience utilisateur, s'il y a une porte battante, il y a besoin de la poignée éventuellement. Enfin, si la porte n'est pas battante, il y a besoin de la poignée que d'un côté. Pour la simple raison que d'un côté, je vais tirer la porte et de l'autre côté, je vais la pousser. Si je mets la poignée de côté, je vais hésiter. Je vais la pousser. Alors là, du coup, ça va bloquer, etc., etc. Donc, les frontières sont ça. Moi, j'ai rencontré des ergonomes qui n'étaient pas UX designers par ailleurs. Parce que l'ergonome, c'était surtout quelqu'un à un moment qui travaillait sur des objets. Et du coup, voilà, ça frotte un peu. Ces métiers ne sont pas encore bien implémentés en France. Donc, du coup, on travaille aussi là-dessus. J'ai formé des UI il y a quelques mois à le design thinking, UX design et ergonomie des interfaces. On va parler d'ergonomie des interfaces. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur des designs d'objets, par exemple. Voilà. Pour la suivante. Alors, l'UX design, on peut l'utiliser à tous les stades d'un projet. Tous les ans, je participe à un événement où des porteurs de projets arrivent. Alors, soit ils ont une idée très vague, soit ils ont quelque chose d'abouti et on va faire tout le processus. Mais je serais ravi de discuter plus du process de re-engineering. Je vous dis, là, je préfère dire que je n'ai pas une grande connaissance de cela et rester vague. Mais je pense que les systèmes doivent être assez similaires. Mais je serais ravi de discuter de ça après. Est-ce que j'ai répondu à peu près à la question pour le coup? Tout à fait. Merci beaucoup, Anthony. Et n'hésitez pas à continuer à en poser. Donc, là, c'est bien HBSC, pas HSBC, le cerveau interprète, qui donne les clés. En fait, là, vous voyez tout le processus dans son intégralité avec tous les outils et toutes les phases qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, ça va être toute cette partie-là, va être Initiation Assessment, va être toute la phase de découverte, empathie, cadrage. On va faire des heuristiques. Alors, les heuristiques, c'est est-ce que les systèmes sont cohérents? Il y a toute une grille. Par exemple, en France, on va utiliser les critères de Bastien-Escapin pour savoir si les systèmes sont cohérents, s'ils sont affordants, s'ils sont ergonomiques, par exemple, jusqu'à arriver à la phase de développement. Donc, du coup, ça, c'est la partie complexe. Pareil, je vous ai mis le lien. Et derrière, vous avez la partie sur laquelle j'ai travaillé. Donc là, je vous ai mis trois use cases avec 6 grandes phases que j'ai vécues et quelques clés à l'intérieur. Donc, et là où les UX researchers, designers et UI designers vont intervenir. En sachant que, étant généraliste, sur, par exemple, le sujet de l'automobile, je me suis retrouvé dans les baskets de l'UX researcher et UX designer. Donc, j'ai fait tout le process jusqu'au prototypage test, et là, j'ai passé la main à l'UX designer. Donc, celui-ci, je vais vous le décrire un petit peu. Enfin, je vais m'attacher à celui-ci et je vais vous faire les allers-retours sur les contraintes et ce que j'ai rencontré. Alors, déjà, l'automobile, c'était la refonte d'un site de véhicules d'occasion. Il est apparu dans les Web Analytics qu'il y avait des mauvais résultats en termes de j'arrive sur une page et les gens, les utilisateurs n'allaient pas forcément plus loin dans leur recherche de véhicules. Donc là, ils ont cherché à savoir comment et pourquoi. Donc du coup, il y a eu une phase de cadrage. C'était quels étaient les besoins? Les besoins, c'était que les utilisateurs déjà, quand ils sont sur le site, dépassent la première page et procèdent à l'achat du véhicule d'occasion. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé à un état des lieux. Donc, quel est le système? Quels sont les systèmes maintenant? Est-ce que c'est, alors, je vais parler de legacy, est-ce qu'il y a des vieux systèmes derrière? Non. Quel est le scope? Donc, pour le coup, en fonction du budget, on va faire des choix. Le choix était de se cantonner à la France. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que malheureusement, on a des gaps culturels, même avec nos voisins les plus proches. Donc du coup, gaps culturels et en plus des gaps d'usage. C'est-à-dire que les contraintes économiques et les contraintes de loi vont faire que sur le site web, vous êtes obligé de mettre des choses qui n'apparaissent pas forcément sur le site en France, au niveau des véhicules et puis au niveau des process d'achat. On ne peut pas faire forcément du leasing ou des choses comme ça, comme on le fait en France, comme on le fait au Danemark, par exemple. Donc, du coup, on a décrété que le scope était la France.
Là-dessus, une fois que ça a été fait, il y a eu des réunions avec les stakeholders, il y a eu des interviews de certains, donc le marketing, pas le PDG, parce que le PDG n'était pas atteignable malheureusement, mais au moins les responsables du projet, les responsables proches du projet. Là, il y avait une équipe globale, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un lead UX, un UX researcher dédié, moi qui suis arrivé sur la mission en tant que UX généraliste, donc research design, il y avait un product owner qui s'occupait de tout le projet et une autre personne qui s'occupait du lien avec les développeurs. Donc ça, c'est le contexte et c'est l'écosystème. Une fois que ça a été posé, on a commencé à faire en premier lieu une recherche documentaire. Pourquoi une recherche documentaire? Pour savoir, par exemple, quel était l'état. Alors c'était l'état des lieux sur le marché du véhicule d'occasion en France. Donc on va s'appuyer sur des recherches en interne, donc de la documentation interne. On va aller chercher toutes les études possibles et inimaginables qui existent. Donc ça va être Kantar, ça va être des études faites par Aramis, ça va être des études faites par la centrale. Et ça, on va prendre tous les documents qui sont intéressants, on va faire des grilles qui vont dire, OK, ce document correspond à ce que je recherche, pourquoi est-ce qu'il correspond? Donc là, on va dire, OK, il correspond parce qu'il n'a pas plus de 2 ans, parce que les études ne sont pas forcément faites tous les ans. Donc, moi, pour avoir quand même un scope un peu large, et parce que les études n'étaient pas forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup d'études, j'avais pris 4 ans. Donc, si des études étaient dans les 4 ans, pour moi, c'était bon. Si ça parlait de véhicules d'occasion, naturellement, c'était bon. Si j'avais une description de qui sont les utilisateurs, comment est-ce qu'ils achètent, si j'avais des données chiffrées qui étaient en corrélation avec ce qui avait été benchmarké avant, je considérais qu'il était bon. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé à travers une trentaine d'études, en français et en anglais, parce que j'en avais récupéré aussi de l'Europe. Et là, j'en ai sélectionné 8, parce que les 8 correspondaient vraiment au scope de la mission et étaient représentatifs. Et grâce à ça, j'ai réussi avec l'UX Researcher, donc nous avons réussi tous les deux, à mettre en place une timeline d'achat. C'est-à-dire que j'ai pu déterminer que les gens achetaient un véhicule d'occasion, pourquoi est-ce qu'ils l'achetaient. Il faut savoir que le marché des véhicules d'occasion en France, c'est 2,3 fois la taille du marché du véhicule neuf, par exemple. Je l'ai appris par cette étude. Donc, pourquoi est-ce qu'ils veulent acheter un véhicule? Comment ils l'achètent? Est-ce qu'ils passent par des concessionnaires? Est-ce qu'il y a des visites? Est-ce qu'ils essaient le véhicule? Etc. etc. Et donc, ça m'a donné des choses que je savais, parce que je les ai trouvées dans cette recherche documentaire, et des choses que j'ignorais. Et donc, ces choses que nous ignorions, ça nous a donné des points de recherche. Et ces points de recherche, on les a mis dans nos protocoles d'interview, pour justement nous éclairer là-dessus. Donc du coup, on a créé un protocole d'interview qui dure... Alors généralement, une interview dure 1 heure. Quelqu'un prend des notes, quelqu'un interview, une autre personne prend des notes. Et là, on avait rajouté un composant qui était, en plus, on n'avait pas prévenu les utilisateurs que c'était pour ce produit précis. Donc, on présentait le produit à la fin de l'interview, on leur demande une manipulation pour voir quel était le ressenti sur le produit, et en plus, on leur faisait tester 2 autres plateformes de vente de véhicules d'occasion. Ce qui nous a donné aussi de la donnée sur qu'est-ce que veulent les gens et qu'est-ce que ne veulent pas les gens dans les interfaces. Par exemple, ils ne veulent pas de publicité, ils veulent une expérience qui leur est adaptée, mais ça, globalement, tout le monde le souhaite. Et donc, ça nous a donné en plus ces points qui nous ont nourris ensuite pour la conception d'interface, parce qu'on savait qu'il y avait des choses à mettre et des choses à ne pas mettre. Et ça nous a aussi donné un niveau d'appréciation du site, en l'occurrence, qui était plutôt pas mal vécu au final. Donc, on a fait une 15aine d'interviews. Ces interviews, comme je vous l'ai montré précédemment, on les a retranscrites. On a posé ces retranscriptions dans une salle où on s'est installé avec des boards. Et là, on a fait une méthodologie qui est une méthodologie d'approche où on va chercher quels sont les comportements des gens. Donc là, on va lister les comportements.
personne par personne. Et à un moment, on va avoir des comportements communs. On va se rendre compte que des personnes font ça si elles font ça. Ou si elles pensent que ça, elles ne vont pas faire ça. Et du coup, ça nous a pris... Alors, le process a été... on a eu beaucoup de données, mais le process, enfin, c'est toujours des process qui sont un peu complexes, parce il faut vraiment se poser, il faut vraiment voir quelles sont les interactions. On arrivait à deux personas. Une persona qui était une personne qui a une forte connaissance du milieu automobile, qui va économiser pour son véhicule, donc qui va prévoir, hein, qui va éventuellement le réparer même, et qui va procéder à un achat de renouvellement. Et une autre persona qui, elle, n'a aucune connaissance de l'automobile, très peu, qui va très peu échanger avec ses proches aussi d'ailleurs, et qui, elle, va aller à la panne. Et donc, en plus, ne va pas forcément prévoir que son véhicule va avoir une panne, du fait de mauvaise connaissance, voire de pas d'intérêt du tout. Hein. Et donc, en plus, ça sous-entend que cette personne va avoir recours à un crédit. Donc voilà, une fois que ça a été fait, ces deux personas, on les a fait évoluer dans des expériences map. Donc les expériences map, on a, grâce aux interviews, grâce aux personas, on savait pourquoi elles achetaient leur véhicule, dans quelles conditions elles achetaient leur véhicule, quand est-ce qu'elles achetaient leur véhicule, combien de temps ça avait pris pour acheter le véhicule, par quels moyens, est-ce que c'est passé par la technologie? Oui, globalement. Est-ce qu'elles faisaient des visites, des visites de concessionnaires? Quasiment toutes. Et est-ce qu'elles essayaient leur véhicule? Toutes. Donc, après, les différences, c'est ce que je vous disais, c'était sur les problématiques de confiance. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas de connaissance en automobile a besoin d'être plus rassurée. Quels sont les moyens de la rassurance, etc., etc. Et surtout, vu qu'elle avait peu de connaissances du système automobile, enfin de l'automobile en général, elle a besoin immédiatement d'avoir une expérience qui est extrêmement simplifiée. Et donc, on a découvert et on a traité que son entrée dans le système, donc le site web en l'occurrence, devait se faire d'une façon où elle avait 5 critères principaux qui apparaissaient tout de suite, et elle utilisait ces 5 critères sans avoir une pléthore de critères comme il peut en exister sur certains sites. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est parti en atelier d'idéation avec les stakeholders et des personnes qui étaient sur le plateau où je travaillais. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir des personnes qui sont impliquées dans le système, c'est-à-dire que le marketing, les développeurs, les PO, parce qu'il faut avoir cette espèce de cartographie d'audit qui dit ok, donc nous on a déjà fait des études, parce que vous avez beau rechercher, vous avez beau chercher les informations en interne, vous n'êtes pas forcément au courant de tout, il y a des choses qui ont déjà été faites. Et ça on ne le sait pas. Et ça on le découvre un peu plus tard parfois. Donc il est très important d'impliquer tout le monde le plus tôt possible pour éviter de perdre du temps et puis de faire des choses qui ont déjà été essayées et qui n'ont pas fonctionné. Et pourquoi n'ont-elles pas fonctionné? Voilà, il faut l'apprendre le plus rapidement possible. Donc on est venu avec cette matière, on a fait un choix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter deux personnes. En plus, le temps était limité, on avait 4 mois pour faire tout ça, de la recherche jusqu'à la création la refonte du site. Ce qui est très court. En l'occurrence, il aurait vraiment fallu 6 mois. Mais bon, toujours des contraintes, donc on travaille avec les contraintes, ce qui est intéressant aussi, on travaille avec les contraintes. Une fois qu'on a travaillé qu'on s'est retrouvé dans ces ateliers d'idéation, on a présenté les personas, on a fait le choix de la persona qui avait peu de connaissances en automobile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elle contenait aussi, par essence, elle résolvait aussi les problématiques de la personne qui avait une forte connaissance de l'automobile. Parce que du coup, les points d'entrée étaient sensiblement les mêmes, mais du coup, c'était une expérience simple à une expérience plus compliquée, plus complète pour la personne avec de l'expérience. Donc du coup, on a traité cette première personne et on a rajouté des composants de la seconde. Donc les ateliers d'idéation, il y a des méthodologies. On va faire des Crazy 8, Crazy 4, on va créer des idées, les gens vont exprimer leurs idées, on va faire en sorte que chacun partage ses idées, mette en commun, et là on va faire des storyboards. Alors, le storyboard, c'est ni plus ni moins que raconter l'histoire. Et tout ça, ça se passe par papier, majoritairement.
Donc, on va créer l'histoire. C'est-à-dire que ma persona, qui est un tel, va arriver dans le système, et là, elle va voir ça tout de suite. Donc, on va recréer les interfaces. Donc, ça va donner de la matière pour, justement, créer cette expérience et la mettre en dur. Du coup, derrière ça, on va aussi prioriser, parce qu'on va avoir plein d'idées, justement. Donc, ces idées qu'on va prioriser, du réalisable rapidement, mais peu d'intérêt pour les utilisateurs, à réaliser rapidement et beaucoup d'intérêt pour les utilisateurs, c'est ce qu'on va chercher, on va prendre ces idées. Et celles qu'on ne peut pas mettre en action immédiatement, parce qu'il y en a certaines qui sont réalisables, mais difficilement, avec beaucoup d'impact, on va les garder pour plus tard, mais on va les conserver. Donc, tout en gardant cette notion de faisable et réalisable, relativement rapidement et relativement facilement, on va créer des prototypes. Donc là, le but était l'usage du mobile, en l'occurrence, c'est énormément développé, donc pareil dans les études, et puis dans les études pas que d'automobile. J'ai vu que 80% des gens passent par smartphone. C'est la norme, le smartphone est l'usage clé, l'usage cœur. Donc du coup, on est passé en mobile first. Les interfaces, là c'est moi qui m'en suis occupé, ont été créées en mobile first. Et j'ai mappé, donc j'ai vraiment fait un mapping, ma persona arrive là, elle appuie sur tel bouton, elle fait telle action, ça donne ça, etc., etc., etc. Et donc là, vous faites le flux. Et une fois que le flux est fait, on va créer les écrans qui correspondent au flux. Et tous les écrans intermédiaires par rapport aux images clés. Donc, je vais avoir ma home page, je vais avoir l'utilisation des filtres par la personne basique. Donc, on va créer des scénarios d'usage. Mon scénario, c'est je veux acheter un véhicule, je dois passer par telle étape, telle étape, telle étape. Donc, je vais utiliser des filtres, je vais arriver à ma page 10 véhicule, je vais éventuellement vouloir modifier mes filtres parce que mes résultats ne me plaisent pas. Je repasse par une phase de filtre. Je vais retourner à ma page filtre, enfin ma page liste. Là, je vais sélectionner un véhicule et je vais procéder jusqu'à son achat. Donc là, on peut arriver entre... Là, j'avais produit une vingtaine, trentaine d'écrans en rajoutant des notions de je veux faire un zoom sur mon véhicule, etc. Donc là, par contre, ça reste du prototype. Donc, le but du prototype, c'est pareil, c'est de ne pas perdre de temps ni d'argent, c'est d'aller le plus vite possible et de le tester. On le teste avec un protocole. Donc là, il a été testé auprès de... on a eu 11 vidéos de personnes qui commentent l'utilisation du prototype, plus des questionnaires du type « Que pensez-vous de l'interface ?» etc., etc. Ça a été analysé. Les retours nous ont été faits. En fonction de ces retours, on a procédé aux modifications. Bien heureusement, en termes d'ergonomie, j'étais ravi, ça a été très bien perçu. J'ai eu des modifications à la marge. Après, j'ai modifié des choses dans la sélection des filtres et un ou deux positionnements de boutons et du verbe. Parce que naturellement, il faut savoir accrocher les gens et ça passe aussi par les mots, qui sont très importants. Et une fois que les modifications ont été faites, j'ai transmis à l'UX designer qui, lui, a rajouté la couche graphique et la touche interactionnelle. J'appuie sur un bouton, il peut s'étendre, etc. etc. Voilà, c'était un processus de 4 mois, et puis par la suite, j'ai un peu fait de suivi avec l'UX designer, parce que pour le coup, l'UX designer n'était pas ergonome, donc il a fallu faire en sorte de ne pas bouger l'interface, pas trop. Le sous-jacent de ça, c'est qu'il y a aussi un point de vue stratégique, c'est que bien que la pratique de l'UX design était en place dans cette société depuis quelques années, il fallait faire preuve de tout le processus. Donc là, c'était une des premières fois où tout le processus était mis en place. Ça a été très bien perçu, c'est très bien accepté par le marketing. Ça a frotté par moments parce que naturellement, on a eu des retours de je connais mes clients, il faut faire ça, on veut ça, etc. Bien que le scope était la France, on avait prévu les interfaces pour la France, mais naturellement, il y a eu des retours du style « Ah oui, mais vous n'avez pas prévu ça en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark, et en Angleterre, on a tel problème légal, il faut pouvoir prévoir ça, donc il faut de l'espace ici. » Donc on a fait des ajustements à la marge, qui n'ont malheureusement pas été testés, mais bon. Et donc, il y a eu tout du long ce besoin d'expliquer et de faire de l'acculturation
et de tenir les gens au courant du processus. De mon point de vue, ça s'est bien passé. Et là, normalement, le projet devrait être déployé d'ici 1 ou 2 mois, hein, parce qu'il y a eu toutes les problématiques de confinement, bien entendu. J'ai terminé malheureusement le process chez moi, confiné les 15 premiers jours. Les process n'étaient pas encore en place, donc ce qui m'a manqué, c'est aussi de la communication sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet? Alors, quel type d'entreprise perçoivent la... Alors, c'est pas vraiment sur ce projet, mais quel type d'entreprise perçoivent la valeur de l'UX design et quels secteurs d'activité sont déjà bien acculturés? Et n'hésitez pas si vous avez des questions plus concrètes sur ce projet, c'est assez rare d'avoir accès à quelqu'un qui peut vous expliquer concrètement comment ça se passe, donc profitez-en. Bien acculturé. Alors, je pense que paradoxalement, on pourrait le penser, les services financiers poussent vraiment la culture de l'UX design. J'ai eu des exemples parce que je connais des gens qui travaillent, par exemple, chez AG2R, BNP Paribas. Pourquoi? Parce qu'il faut, enfin, c'est un secteur qui doit se réinventer. Donc là, il pousse vraiment la culture du design ces dernières années. L'automobile, j'ai envie de dire, mais surtout au niveau interface homme-machine dans les cockpits. Parce que là, il y a eu beaucoup d'ergonomie, justement, il y a eu beaucoup de travail en ergonomie qui a été fait. Mais là, globalement, de ce que je vois, tous les secteurs essaient de pousser parce qu'en fait, les sociétés sont obligées de se réinventer parce que sans être cynique, à un moment, il faut vendre aussi. Et on n'est plus dans les systèmes où on fait un produit unique pour tout le monde et que tout le monde va acheter le même produit parce qu'il n'y a que ce produit qui existe. Il faut se réinventer, il faut écouter son client, comprendre ce qu'il veut. Donc oui, la finance va énormément se développer parce que déjà ils ont commencé à mettre les process en place et c'est devenu tellement abscon. Et en plus, je sais que, parce que je m'y intéresse, il y a des normes européennes qui sont sorties, par exemple l'an dernier au niveau de l'assurance, qui obligent à simplifier l'achat d'assurance. C'était la norme IPID. Qui disait que une fiche d'assurance devait être recto verso avec des pictogrammes qui voulaient dire que mon risque c'est ça, mon bénéfice c'est ça. Donc déjà rien que ça, je peux dire que c'est de l'UX design dans un sens, hein, parce que ça amène de la compréhension à mon utilisateur. Après il y a l'aérospatial. Je sais qu'il y a Thales qui a des pratiques du UX design depuis de nombreuses années. Et moi, je m'étais intéressé à l'UX design parce que il y a des années, aux États-Unis, un UX designer avait refait l'interface physique d'une centrale électrique. Donc voilà. J'espère que je réponds à la question. N'hésitez pas à me relancer. Hein, parce qu'en plus, je peux parler. J'ai tendance à m'enflammer, je le sais. Posez-moi. N'hésitez pas. Justement, parlant finance. J'aimerais juste rebondir en 2 minutes sur le projet Finance par touche, où c'était vraiment de l'acculturation. Par exemple, là, le sujet, c'était de réinventer les produits digitaux et de se rapprocher des utilisateurs. Donc lui, il s'est fait à 2 niveaux. Il s'est fait à un premier niveau où c'était du B2B, B2C, où c'était une interface sur iPad d'assurance et pour les conseillers et pour les clients. Donc avec du côté l'interface conseiller, de l'autre côté l'interface client, qui pouvait communiquer en agence directement comme ça ou à distance. Donc là on a commencé à réinventer les processus et à montrer justement en interne comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce que ça pouvait bien fonctionner. Donc ça c'était testé auprès de clients en atelier qui ont plutôt bien accepté parce que pour eux c'était un peu révolutionnaire. Parce que naturellement, voilà, acculturation, tous les gros en finance s'intéressent à l'UX design depuis de nombreuses années. Pas forcément les moyens ni les petits. Et du coup, il y a eu aussi comment est-ce qu'on présente le process en interne aux ingénieurs avant-vente, aux commerciaux, parce que c'est aussi réinventer tous ces processus de j'écoute mon client, c'est plus un produit que j'ai conçu parce que je sais qu'il répond absolument. La question, c'est est-ce qu'il répond-il vraiment absolument aux besoins de mes clients?
Et ça passe aussi en interne par toutes les interfaces de trading. Par exemple, j'avais aussi travaillé aussi au niveau de la remontée d'informations pour les traders dans les interfaces, vraiment tout ce qui est back-office. Parce que pareil, là je vais parler de legacy, quand vous entendez parler de legacy, c'est les systèmes qui sont très anciens. La legacy, par exemple, ça va être, il y a 6 mois, la défense américaine a changé son système de lancement de missiles nucléaires. Pourquoi ? Parce que leur système doit être inviolable. Leur système était tellement inviolable que c'était encore des disquettes 5 pouces 1 quart des années 80 qui géraient les lancements de missiles. Donc là, ils sont passés à des systèmes un petit peu plus modernes, toujours verrouillés, mais peut-être plus perméables. Enfin bon, j'ose espérer qu'ils ne sont pas perméables du tout, en l'occurrence. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, pourquoi je dis par touche ? Parce que l'acculturation s'est faite un peu de manière... il y a eu un problème de communication. Il y a eu un problème de communication à la transformation digitale qui s'est fait dans le sens où les responsables avaient une vision, mais ne l'ont pas forcément communiqué aux personnes qui vivaient le terrain. Donc du coup, ça peut apporter des surcharges de travail, des incompréhensions et une innovation, j'ai envie de dire, forcée. C'est-à-dire que c'est une innovation un peu, j'ai déjà une charge de travail, il faut que je fasse ça en plus, pourquoi, je ne comprends pas, quels sont les tenants et les aboutissants. Il faut vraiment embarquer les gens le plus rapidement possible. C'est pour ça que, il faut essayer de casser les silos dans la majeure partie, au mieux. C'est toujours compliqué parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, on n'est pas formaté, les entreprises ne sont pas formatées comme ça, c'est des managers toujours pyramidaux. Mais si c'est pyramidal, il faut vraiment fluidifier au maximum la communication. Et donc là, j'ai envie de dire que ça a frotté les premières semaines, voire le premier mois. Et puis on a commencé à faire des ateliers, à inclure de plus en plus les gens. Il y a une compréhension qui s'est faite. Il y a un jeu aussi qui s'est créé, parce que du coup, ils se sont dit, on nous écoute, il y a plus d'idées. Comment est-ce qu'on met nos idées, nos connaissances dans la société ? Et comment est-ce que ma société me fait grandir aussi ? Donc voilà, ça a frotté, mais au final, ça a commencé à bien se mettre en place. Voilà, naturellement, je suis parti du projet à un moment. Là, j'ai des retours et ça marche bien. Et ça marche bien. Il y a de nouveaux produits qui sont en train de se mettre en place et les gens sont plus inclus. C'est plus inclusif. Et c'était vraiment un projet intéressant. Et en 2 minutes, le sujet de la culture, qui lui était un design sprint pour le coup, qui est intéressant aussi parce que, alors je peux en parler maintenant, c'était pour le Louvre à Abu Dhabi. Donc là, moi j'ai travaillé sur le design sprint en France, mais en amont, il y a un designer qui est allé à Abu Dhabi et qui a vu comment ça se passait à Abu Dhabi avec l'application de visite du musée, qui sert aussi de guide, d'audio guide. Et là, on avait un problème de gap culturel. C'est à Abu Dhabi, les gens arrivent, visitent une fois le musée, puis ne reviennent jamais, très rarement en tout cas. Et en plus, ça va être des populations, ça va être des Européens, ça va être des Asiatiques, ça va être des locaux, une multiplicité de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Du coup, en 5 jours, la problématique a été de faire en sorte de tout rapprocher de façon à créer une expérience de visite plus intéressante. Quand je dis plus intéressante, c'est rendre la visite plus interactive sans nuire à la visite. C'est-à-dire que comment est-ce que je fais en sorte que les œuvres soient... j'ai plus d'informations sur les œuvres, donc on est passé par exemple par de la réalité augmentée, des choses comme ça. Et le design sprint, là, a vraiment repris les 5 phases. Donc il y a une phase de cadrage, où effectivement la problématique pour le coup du client n'était pas forcément la bonne, on l'a affinée. On l'a même augmenté, parce qu'on l'a découpé en plusieurs sujets qui ont été l'onboarding, comment est-ce que je fais en sorte que mon utilisateur télécharge l'application, parce qu'il y avait cette problématique de je prépare mon voyage. Donc là, le premier touchpoint, c'était je prépare mon voyage. Donc on avait pensé à des mails, on avait pensé à un téléchargement plus facile, donc à voir avec les développeurs. Toute cette phase d'exploration qui s'est fait sur place et aussi en local, parce qu'on a eu la chance d'avoir des personnes en France
qui avaient visité le Louvre Abu Dhabi, qui sont venus le premier jour du sprint et qu'on a interviewé pour se remettre bien dans le bain. Là, on n'est pas vraiment passé par des personas parce qu'un sprint, c'est très rapide. On a plutôt créé des empathy maps qui représentaient quand même une typologie de personnes, en sachant que le travail d'exploration à Abu Dhabi avait donné quand même 3 ou 4 typologies de visiteurs. Le picoreur, la personne qui va aller rapidement visiter, la personne qui visite en famille, qui va passer plus de temps devant certaines œuvres, mais qui n'a pas beaucoup de temps parce qu'avec les enfants, ça ne va pas être forcément facile. Et la personne qui va être complètement exhaustive et qui va passer du temps dans tout le musée, dans toutes les œuvres et qui va vouloir tout voir. Et une fois qu'on eut fait ça, on a fait l'expérience map, on a affiné une problématique et derrière on a benchmarké comment est-ce que les autres musées à l'étranger créent une expérience de visite. Donc il y a des musées, notamment aux Pays-Bas et aux États-Unis, qui ont quand même bien pensé tout ça, et qui font des expériences assez avec de la réalité augmentée, assez surprenantes, et ma foi très bien fichues. Et donc phase d'idéation, on a prototypé en design sprint, c'est très dense, donc on a laissé la main à 18 designers qui sont venus, qui ont vraiment fait le prototype en temps accéléré. On les a testés auprès d'autres utilisateurs qu'on a recrutés. Et on a fait une restitution au client. Donc, naturellement, en 5 jours, ça a permis de dégraisser énormément. Et j'ai plaisir à dire que le résultat était que la majeure partie des choses qu'on a détectées, qu'on a montrées pendant le design sprint, a été appliquée dans une refonte de l'application de visite du Louvre Abu Dhabi il y a quelques mois. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé les trois exemples hyper intéressants. Est-ce que quelqu'un a une question, donc soit sur le projet financier, soit le projet automobile, soit sur le Louvre Abu Dhabi? N'hésitez pas. Ce sera sûrement la dernière question d'ailleurs. Oui. Et juste en aparté, je vous ai mis des sources à la fin. Bibliographie très solide, donc notamment alors il n'est pas traduit en français, hein, ce n'est pas traduisible en l'occurrence, de Don Norman, et une webographie avec des liens vraiment utiles Super. que je vous invite à aller voir. Moi j'ai peut-être une question sur quand est-ce qu'on sait qu'on a besoin de faire un projet de UX design? Enfin, quels sont un peu les signaux d'alerte qui font qu'on peut se dire Tout simplement quand on se rend compte que notre produit ne fonctionne pas ou qu'on veut créer un produit mais qu'on ne sait pas exactement si il est viable. Typiquement, je vais prendre l'exemple de Airbnb. Airbnb, alors la légende veut que naturellement, comme tout projet américain, il ait commencé à 3 dans un garage. Mais Airbnb, pour le coup, a failli mourir dans l'œuf parce que ils avaient créé un produit super, qui fonctionnait super bien, et avec une réservation du feu de Dieu, sauf que les gars ne gagnaient que péniblement $200 par semaine. Et à un moment, ils se sont dit, bon, c'est pas normal, mon système est superbe, pourquoi est-ce que ça marche pas? Donc là, ils sont allés voir les utilisateurs et ils se sont rendus compte que leur truc ne fonctionnait pas du tout. Personne ne comprenait comment ça marchait, etc. Donc là, ils s'y sont intéressés, et du coup, voilà, Airbnb. Et Airbnb, maintenant, ne loue pas des appartements. Airbnb loue une expérience. ouais, d'accord. Et en fait, j'ai envie de dire, à tout moment où on a envie de connaître son utilisateur et de savoir si le produit est adapté. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non, je crois que c'est bon. Est-ce que les entreprises clientes demandent à être formées à ces méthodes? Est-ce qu'elles Oui. demandent un transfert de compétences vers les équipes? Oui. Ça fait partie de ce que je fais en interne. Pourquoi? Parce que il est intéressant. Alors, l'UX design, c'est quelque chose qui se fait par la pratique. Il faut connaître la méthodologie, il faut s'intéresser aux neurosciences, il faut s'intéresser à pas mal de sujets. Je suis toujours en train de découvrir toutes les choses, mais du coup, il faut quand même que les gens aient des notions de pourquoi, comment et qu'est-ce que ça m'apporte. Et du coup, en interne, on forme les gens. Moi, je fais régulièrement des ateliers en design thinking, en UX design, en ergonomie, pour que justement, il y ait cette culture qui se crée, et du coup, ça crée aussi une culture de l'innovation. Parce que moi, ce que j'aime avec ça, c'est que ça crée tout un champ des possibles.
c'est que ça, je pense vraiment que ça donne des ouvertures sur, bah voilà, donc l'UX design c'était le sujet. Ah, mais à côté là, j'ai telle personne qui travaille avec moi. J'ai découvert qu'il avait fait ça en atelier. Parlons ensemble, parce que je peux faire un rapprochement avec mon métier. Donc oui, il faut former en interne et les clients le demandent. Et c'est intéressant, j'ai aucun problème à faire ça. Je dirais même que c'est essentiel. C'est essentiel, parce qu'il faut créer une culture du design, il faut créer une compréhension du design. Super. Bon. J'en ai encore une, ce sera Ah, la dernière, Camille. Est-ce que allons-y. l'UX design s'applique également au sein d'une entreprise pour en modifier les usages et pas Oui, seulement pour un produit ou un service client? oui, mais tout à fait. Donc c'est ce que je disais. C'est ce que je disais d'ailleurs au tout début sur, je le remets, voilà, c'est vraiment repenser les modes d'organisation. Parce que il faut vraiment casser les silos. Là, j'ai discuté avec des responsables de sociétés qui font maintenant, comme Google par exemple, des managements transverses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vraies notions hiérarchiques, il y a des notions on communique en fluidité. Alors, j'ai pas envie d'attaquer la problématique de l'agilité, là, parce que qui est un très grand sujet, parce qu'on met tout ce qu'on veut derrière l'agilité. Donc, je préfère que quelqu'un qui maîtrise l'agilité en parle. Mais oui, oui, non, c'est essentiel. Il y a toute une document. D'ailleurs, il y a tout un, un univers de transformation RH. En atelier de formation, je me suis retrouvé avec des responsables RH qui s'intéressaient au design thinking et qui s'intéressaient au, à l'UX design en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, en interne, vous avez des utilisateurs. Comment est-ce que fonctionne mon entreprise maintenant? D'ailleurs, on le voit avec ce qui s'est passé, le confinement, on va être obligé de repenser des modes de fonctionnement. Là, j'ai un ami qui est CRO d'une société qui me dit, bah voilà, là ça m'a prouvé qu'en interne, ça a prouvé à tout le monde en interne qu'on peut travailler en télétravail. Parce que lui, il avait des problèmes, il perdait des gens parce qu'il y avait des déplacements, rapprochement de conjoints, elle devait partir pas fort, enfin, Paris, et du coup, il perdait les gens. Mais là, il espère que ça va pérenniser cet usage du télétravail, par exemple. Donc ça, c'est une transformation. Et du coup, on peut voir, c'est comment est-ce que je pourrais aider les entreprises à travailler mieux en télétravail, par exemple. Super. Je pense que donc merci beaucoup pour vous tous. N'hésitez pas à nous laisser un. Alors je peux pas lancer le sondage comme la semaine dernière, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à nous mettre 1 à 5 en fonction de à quel point le webinaire vous a été utile. Nous vous enverrons comme d'habitude la présentation avec c'est particulièrement riche avec tous les liens et toutes les références qu'Anthony a mises. Et puis voilà, la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on parlera encore de développement durable. Donc, ce sera Marina Repina qui vous présentera en fait les business models les plus compatibles avec le développement durable. Voilà. Merci à Merci tous. Anthony. Et Voilà. n'hésitez pas à me contacter pour des questions. Je serai ravi de discuter. Je suis assez passionné par mon métier, comme ça a pu se voir. Euh, C'était Voilà. super. Merci beaucoup Anthony. Merci. Au revoir. Du coup, à la semaine prochaine pour ceux qui veulent continuer les webinaires. Au revoir. Au revoir.